Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Éco. Aujourd'hui, mon invité Bertrand Schoeller. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Bertrand Schoeller, vous êtes ingénieur des mines, géophysicien, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs et de Sciences Po. Vous êtes aussi auto-entrepreneur. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler du Moyen-Orient, un espace plutôt dominé par les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ces derniers jours, ces dernières semaines semble opérer un basculement à 180 degrés. On va l'évoquer avec vous, Bertrand Schoeller. Avant de commencer cet entretien, j'invite mes téléspectateurs à cliquer sur le pouce en l'air en bas à droite de cet écran si vous appréciez notre émission et à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement sur Internet. Alors venons-y à ce Moyen-Orient qui opère ce basculement. On l'a vu, c'était le 10 mars dernier, l'Arabie Saoudite, donc allié historique des États-Unis depuis 1945, et l'Iran ont scellé, grâce au parrainage de Pékin, la reprise de leurs relations diplomatiques. L'Arabie Saoudite a même proposé d'investir des dizaines de milliards d'euros en Iran. Que signifie cet accord pour le Moyen-Orient et pour les États-Unis, Bertrand Schoeller ? Alors, peut-être juste un pas en arrière, mais c'est une région qui est cruciale. Je pense que tous les gens qui nous regardent le savent, parce que c'est le cœur de l'industrie, de la production du pétrole et du gaz dans le monde. Et le pétrole, c'est le sang de l'économie mondiale. Donc, quand une région comme ça, avec ses deux principaux producteurs, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, décide de s'unir, et comme vous l'avez bien dit, sous le parrainage de la Chine, mais avec un allié russe qui a été très présent aussi dans toute cette phase de négociation, vous avez à peu près 60-70% de la production d'hydrocarbures qui se retrouve, entre guillemets, dans une même alliance, ou en tout cas sous une même ombrelle chinoise, puisque la Chine est le premier client de l'Arabie Saoudite. La Chine, c'est le tiers de l'économie iranienne, et la Chine est devenue également le premier client de la Russie au cours du basculement qui a suivi les sanctions européennes. Donc on a cette espèce de région, et avant de commencer l'émission, vous parliez de l'Eurasie. En fait, on a cette zone qui est Proche-Orient, en fait, Moyen-Orient, Europe, qui bascule complètement du côté de la Chine. Et c'est en ça que c'est énorme. C'est énorme parce que l'Arabie Saoudite était la chasse gardée des États-Unis, mais depuis avant, enfin pas tellement des États-Unis d'ailleurs, des Anglo-Saxons, mais qui sont devenus au fil du temps uniquement les Américains dans leur domination, en tout cas économique et militaire. Et vous avez cette chasse gardée qui presque sans que personne ne s'y attende, puisqu'il y avait eu les accords Abraham, et qui avait plutôt eu tendance à consolider en fait un lien entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui semblait montrer que les États-Unis et leur allié Israël avaient véritablement la main sur le royaume d'Arabie Saoudite. Et là, on a un changement qui est considérable, à un moment où l'Iran a résisté à une révolution de couleur qui était beaucoup plus violente que toutes celles auxquelles ils avaient eu à faire face jusqu'à maintenant. Mais la révolution de ces femmes voilées qui rejetaient leur voile. Ouais. Et peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais on a cette situation qui se passe alors que les regards de l'Amérique sont extrêmement tournés vers l'Europe et ce qui se passe en Ukraine, et vers ce qui se passe à Taïwan, puisqu'il y a énormément de mouvements. Alors il y a une question qui s'impose tout de suite, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite a eu l'aval, entre guillemets, des États-Unis pour signer cet accord avec l'Iran ? Alors, il faut déjà peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Quand Barack Obama était président des États-Unis, on se rappelle, il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien, et qui remettait, entre guillemets, sur l'échiquier l'Iran. Et on a eu une courte période d'euphorie pour les Iraniens, parce que c'est un pays de 80 millions d'habitants, potentiellement extraordinairement riche, grosse culture, vraie démocratie, contrairement à ce que... Enfin,
démocratie avec un clergé qui est au-dessus, mais il y a un président élu qui a un rôle, etc. Un peuple avec une économie, les gens seraient très surpris s'ils allaient en Iran. Donc, à ce moment-là, l'Arabie saoudite voit que la politique des États-Unis dans la région a l'air de changer. Puis le président Trump arrive, il déchire l'accord, réinstabilité, fantasme du nucléaire iranien du côté des Israéliens qui obtiennent beaucoup d'armes, beaucoup de choses, etc. Et les accords Abraham. Et là, l'Arabie saoudite se dit, tiens, les Américains se réintéressent à cette région, ils veulent tordre le cou de l'Iran. Ça les intéresse évidemment, puisque l'Arabie saoudite, c'est le plus grand pays de la région, c'est aussi le plus puissant d'un point de vue militaire, en tout cas à ce moment-là. Et donc on pense, les observateurs se disent, tiens, il va y avoir un ticket Arabie saoudite-Israël, et qui vont véritablement prendre le contrôle complet de la région. Il va y avoir une révolution de couleur. Le régime islamique va être renversé plus ou moins en douceur. Il y a une communauté iranienne qui semble le vouloir. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi ? Parce que d'une part, je pense que le président Trump a été tellement attaqué de toutes parts que cette combinaison politique qu'il mettait en place n'a pas pu voir le jour. De la même manière qu'il était tellement accaparé sur l'espèce de mythe d'une implication de la Russie dans son élection, qu'ils ont tourné les yeux sur ce qui se passait en Russie et ce qui était en train potentiellement d'arriver en Ukraine, qui est arrivé il y a 1 an. Et l'Iran en a profité en étant de nouveau enfermée sur elle-même, et donc avec moins de visiteurs qu'elle en avait pendant la période du contrôle nucléaire, pour développer considérablement ses armes balistiques, ses drones, également accroître de l'uranium. On en a 86%, donc on n'est pas loin en fait de l'uranium militaire. Eux disent notamment d'ailleurs provoqué tout cela par l'assassinat du général iranien Soleimani. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un moment clé. En fait, Soleimani est véritablement une idole pour tous les Iraniens. C'est-à-dire même ceux qui n'aiment pas le régime islamique. C'était quelqu'un qu'ils aimaient bien. C'était la figure perse, quoi. Exactement. La figure perse, il était adoré. Et il est tué. Et les Iraniens réagissent militairement. Et de façon violente, affichée. Et les Américains ne réagissent pas. Et donc, premier signe de faiblesse. important de faiblesse des Américains, qui est évidemment noté par l'Arabie saoudite. Tiens, les Américains font des choses, il y a une réponse et immédiatement ils se calment. Et ça a été encore plus visible lors des frappes, il y a quelques semaines, d'Israël sur des camps iraniens en Syrie. C'est-à-dire qu'en fait, Israël a bombardé les camps et dans la foulée, les Iraniens ont réagi. Et pareil, pas de réaction ni américaine ni israélienne. Alors qu'il réagit un peu, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe entre le Liban, d'Otak. C'est pourquoi ? Parce que l'Iran est le pays qui semble le plus lié à la Russie pour lui fournir des armes dans son opération spéciale en Ukraine. Et ce sont des armes d'une extrême efficacité, puisqu'on a des drones qui ont une portée de plus de 2000 km à 450 km/h. Donc on a le temps de les voir revenir, mais ils sont extrêmement précis. Et pour une raison que j'ignore, ils sont difficiles à arrêter par la DCA. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Ça a d'ailleurs beaucoup énervé le président Zelensky vis-à-vis de l'Iran. Mais bon, il n'a pas de possibilité contre l'Iran. Mais ça a aussi été un message énorme reçu par Israël et par les États-Unis et par l'Arabie saoudite. On va en parler dans un instant, évidemment, d'Israël avec notre invité, vous, Bertrand Schoeller. Mais évidemment, l'actualité, c'est aussi cette annonce de l'Arabie saoudite pour indiquer un petit peu le sérieux de cet accord avec l'Iran. C'est la trêve organisée au Yémen le
débuté le 7 avril. Là, on enregistre aujourd'hui, nous sommes le 11 avril. On voyait l'ambassadeur saoudien au Yémen qui organise tout cela. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui pour cette guerre au Yémen? Mais moi, je pense que dans les jours qui viennent, il va y avoir des convois humanitaires considérables qui vont partir d'Arabie Saoudite, qui vont partir d'Oman, qui vont partir de toute cette région pour remettre sur pied en fait cette population yéménite qui souffre un martyre depuis des années. Il faut imaginer que l'Arabie Saoudite est par habitant un des pays les plus riches du monde. Ils ont un revenu qui est pratiquement similaire à la France. À côté, vous avez Oman, pareil, riche. Et vous avez le Yémen qui est le 185e pays du monde sur 192 et qui n'a pas d'eau, qui a 260 mètres cubes d'eau par an, par habitant, d'eau potable. Il en faut 500 au minimum pour considérer que c'est vivable. Donc je pense qu'il va y avoir des changements considérables. L'Arabie Saoudite va vraisemblablement beaucoup s'impliquer. Est-ce que l'Arabie Saoudite va lâcher le Yémen aux Houthis, qui sont des milices pro-iraniennes, donc chiites? Mais en fait, il y a une espèce d'accord tacite, c'est-à-dire que l'Iran laisse aussi l'Arabie Saoudite rentrer dans des relations avec la Syrie. Et donc forcément, l'Iran, qui est un pays qui est dominant dans cette région, va perdre en Syrie. Et l'Iran va accepter forcément, pour l'intérêt d'ailleurs du Yémen, que l'Arabie Saoudite participe à sauver ce pays, à le sortir de cette situation inacceptable. Alors, il faut bien situer géographiquement, mais le Yémen, c'est au sud de la péninsule arabique, et c'est un pays qui est stratégique, puisque c'est l'entrée dans la mer Rouge. Donc quand on sait l'importance de la mer Rouge pour le trafic, puisque c'est celle qui mène au canal de Suez, le Yémen est un pays hautement stratégique. C'est pour ça qu'il intéresse particulièrement l'Iran, puisque c'est un carrefour. Et donc l'Iran qui a le détroit d'Ormuz, l'entrée dans la mer Rouge, avec son partenariat très fort avec le Yémen. Enfin, partenariat. Le problème du Yémen, c'est que le gouvernement yéménite, donc le nord du Yémen, n'est pas forcément favorable à l'Iran, mais tout le sud, et donc cette zone stratégique qui est favorable à l'Iran. Enfin, c'est très compliqué la géopolitique là-bas, mais je pense que ça va considérablement simplifier. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir, Bertrand Schoeller, sur la manière dont s'est organisé cet accord donc, entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite? Comment se sont-ils réconciliés en réalité? Alors, la Chine est le troisième à rentrer dans la danse. C'est-à-dire que il y a eu l'Irak qui a essayé, puisque l'Irak est chiite également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, l'Irak, qui était en guerre longtemps avec l'Iran, un pays à majorité chiite, a essayé d'être le deal maker. Ça n'a pas fonctionné. L'arbitre. Ensuite, Oman a essayé d'avoir ce rôle, puisqu'Oman a une vraie relation avec l'Iran. Ils ont beaucoup de projets de gazoducs. Ils sont en face l'un de l'autre. Et ça n'a pas fonctionné. Et la Chine est rentrée dans la danse. Et la Chine avait ce pouvoir de réussir cette paix parce que, comme on l'évoquait en début d'émission, un tiers de l'économie iranienne dépend de la Chine. Et le plus grand client de l'Arabie Saoudite, c'est la Chine. Le plus grand potentiellement marché du monde, c'est la Chine. Et la monnaie chinoise, le yuan, dont on parlera sans doute, ne détrône pas encore le dollar, mais une monnaie qui devient importante pour les échanges également de l'Arabie Saoudite. Et donc on a cette conjonction de choses. Et quand la Chine dit à l'Iran et à l'Arabie Saoudite, il faut que vous discutiez, ils ont tendance à discuter. Et je voudrais juste faire un petit parallèle avec les accords de Minsk. C'est que la Chine, c'est un pays qui est très fier, qui rentre sur la scène internationale et qui a envie d'avoir l'image de quelqu'un qui respecte le droit, les contrats, etc. Donc ils vont véritablement tout faire pour que ce soit respecté. Et on peut imaginer que les pays dont on a parlé sont tellement dépendants de la Chine qu'ils ne vont pas vouloir se mettre la Chine à dos. Donc ça va fonctionner. Dans les accords de Minsk, l'Europe avait ce rôle vis-à-vis de l'Ukraine et on a découvert récemment Angela Merkel, François Hollande, qu'en réalité c'était un jeu de dupes. Oui, on gagnait du temps pour réarmer l'Ukraine. Alors que quand la Russie
se met d'un côté et l'Europe de l'autre, l'idée c'était que les milliards d'aides données par l'Europe pour mettre à niveau l'Ukraine, pour l'aider, etc., il y aurait une contrepartie, entre guillemets, une contrepartie de paix, de respect des accords de Minsk. Ça n'a jamais été le cas. Et donc, c'est vraiment important de savoir que dans un accord de paix, quand il y a une troisième partie, il faut qu'elle ait un véritable poids, pas juste intellectuel, sentimental, ce que vous voulez, c'est un poids économique. Et c'est pour ça que, contrairement à pas mal de personnes avec qui j'en parle, moi je suis très très confiant sur une vraie possibilité de paix dans cette région et qui va avoir un effet domino, à mon avis, également sur Israël. Alors, avant cet accord signé donc, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on avait vu qu'en novembre 2022, Riyad avait refusé aux États-Unis d'augmenter sa production. C'est quoi aujourd'hui, du coup, la politique énergétique de l'Arabie Saoudite en matière, je le dis, d'énergie et de l'OPEP plus généralement? Alors, l'OPEP, donc c'est l'organisation des pays producteurs de pétrole, et le taulier historique, c'est l'Arabie Saoudite, comme on évoquait tout à l'heure. Mais ça s'est considérablement élargi, et la Russie est dans l'OPEP. Alors, c'est pas véritablement un statut membre, mais fait partie de toutes les discussions de l'OPEP. Et donc, quand les deux sont dans le même groupe économique, qui discutent quasiment quotidiennement avec des équipes de travail, etc., en fait, ils travaillent pour leurs intérêts. Alors moi, je connais bien le monde du pétrole. Je vais expliquer quelque chose très, très rapidement. Mais quand vous avez un puits de pétrole, un champ de pétrole, vous avez une vitesse optimum pour l'exploiter. C'est-à-dire, c'est comme une grosse éponge. Si vous aspirez trop vite, vous allez effectivement récupérer du pétrole plus vite, mais vous allez en laisser plein à la marge de l'éponge. Alors que si vous allez au bon rythme, le pétrole vous allez réussir à vider complètement l'éponge, au mieux. Et donc, quand les États-Unis disent à un pays d'augmenter sa production de pétrole, en réalité, ce qu'ils font, c'est que d'une part, ils renchérissent le coût, et ils diminuent les réserves accessibles à moins de creuser d'autres puits de pétrole. Donc, ce n'est pas quelque chose de logique pour un pays producteur de pétrole. En plus, l'Arabie Saoudite, même si son pétrole ne lui coûte quasiment rien à récupérer dans le sous-sol, parce qu'il est facilement accessible, c'est un pays qui a un rythme de vie, compte tenu de ses dépenses en armement, etc., qui est énorme. Donc, il a besoin d'avoir un cours du pétrole élevé. Et ce n'est pas compatible avec une grande production, en fait. L'Arabie Saoudite a intérêt à avoir une plus faible production. Et si l'Arabie Saoudite, plus l'Iran, plus la Russie se disent, nous, le prix optimum du pétrole, c'est $100, que les Chinois disent, ça nous va, les Américains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Eux, les Américains, alors juste ça, c'est un point très important, pour la première fois en 50 ans, ils ont quasiment vidé toutes leurs réserves stratégiques. Donc les Américains voudraient, dans cette période d'accalmie, reconstituer à très petit prix leurs réserves stratégiques. Donc ils aimeraient bien une production plus grande. Quand le cours est élevé, en fait, ils ne peuvent pas reconstituer à petit prix en fait, leurs réserves stratégiques. Évidemment, ça les embête. Donc on voit qu'ils n'ont plus la main sur le marché. Ils n'ont plus du tout la main sur le marché, parce qu'il y a une union entre le plus grand consommateur, l'Asie, et les plus grands producteurs. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, c'est bien plus grand que la paix possible entre l'Iran et l'Irak. C'est que les Américains ne contrôlent plus le marché du pétrole. Ils ne contrôlent même plus la monnaie d'échange du pétrole. Alors justement, la monnaie d'échange du pétrole depuis 1945, c'était le pétrodollar. Depuis quelques mois, on voit qu'entre la Chine et l'Arabie Saoudite se passe de plus en plus de contrats dans la monnaie chinoise, donc le yuan, pour les exportations de pétrole. Donc qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour le dollar américain ? Alors, ça signifie que le dollar est en grand danger. Alors, mais il est presque moins en danger à cause de ça qu'à cause de quelque chose d'extrêmement grave qui s'est passé au moment des sanctions. C'est la première fois dans l'histoire, même avec les nazis, etc., qu'un pays, et en l'occurrence un pays plus l'Union européenne, ont décidé qu'ils pouvaient confisquer
l'argent qui avait été honnêtement gagné dans le cadre de contrats internationaux totalement réguliers par un pays. C'est-à-dire que la Russie s'est retrouvée avec quelques centaines de milliards de dollars et d'euros qui ont été confisqués, gelés. Et maintenant, les deux pays essaient de voir comment ils peuvent même se l'attribuer. Donc en essayant de tout ce qui se passe avec la Cour pénale internationale, avec les votes qui ont sorti la Russie de l'Organisation des droits de l'homme, avec tout ce qui est fait pour l'Europe aussi, qui dit que la Russie est un pays qui soutient le terrorisme, etc. Tout est fait en fait pour essayer de piquer cet argent-là. Et donc tous les pays du monde se disent « Oh là là, moi mes dollars, c'est des lignes électroniques qui sont contrôlées par les États-Unis. Swift. Si je suis pas sage, ils peuvent confisquer cet argent. Par ailleurs, mon or, un peu comme les Russes, il est à Londres ou à Genève parce que c'est comme ça le marché de l'or. Ils peuvent me confisquer mon or. Et donc, vous êtes une monnaie de réserve qui est une véritable garantie pour le monde entier. Et d'un seul coup, vous montrez que vous n'êtes plus digne de confiance. Puisqu'ils n'ont pas volé cet argent, les Russes. Ils ont donné du pétrole et du gaz et en échange, on leur a donné de l'argent. Donc on a pris le pétrole et le gaz, on ne leur a pas rendu parce qu'on leur piquait leur argent. Et donc ça, c'est véritablement un problème. Chacun de nous peut l'imaginer, même en France. Un cambrioleur, avant qu'on décide de lui reprendre, entre guillemets, les biens qu'il a achetés avec ses larcins, c'est extrêmement compliqué. Et là, c'est ce qui s'est passé avec la Russie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les Américains, au cours des dernières années, ont imprimé plus de dollars que dans toute l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'on est en milliers de milliards de dollars et qui est plus ou moins imposé au monde. Alors en ce moment, il est plutôt imposé aux Européens et aux Japonais. D'où la docilité entre guillemets des Japonais, mais c'est devenu une monnaie qui en réalité vaut rien. C'est-à-dire que si vous regardez les actifs à mettre en face du dollar, avec toutes les maisons aux États-Unis, tous les terrains, toutes les entreprises, etc., il n'y a rien. Et donc le mythe de Amérique plus grande puissance du monde, elle est uniquement liée à ce monde de la finance qui se paye des salaires dispendieux sur de l'argent qui n'existe pas. Enfin, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir qu'un avocat dans un cabinet plutôt correct aux États-Unis, il peut être payé 1000, 1500, 2000 dollars de l'heure. Et donc c'est un argent très artificiel en fait qui est pris par 5 ou 10% des habitants du pays. Donc ça crée énormément de millionnaires qui s'achètent le reste du monde. Enfin, je ne vais pas faire un cours de géopolitique, mais le dollar, aujourd'hui, fait peur à tout le monde parce que c'est une monnaie de paille, mais avec lequel les Américains achètent le travail, les ressources du reste du monde, sans véritable contrepartie, puisqu'ils ne sont pas capables de créer l'ordre. On voit qu'il y a de plus en plus de guerres sous le règne du gendarme américain. Oui, ils ont rendu l'Afghanistan aux talibans. Voilà, exactement. Donc, inutile de dire que tous ceux qui les avaient soutenus en Afghanistan regrettent amèrement de leur avoir fait confiance. On peut imaginer que ça va être pareil. Ça a été pareil avec Saddam Hussein, ça a été pareil avec Kadhafi, ça a été pareil avec tout le monde, en fait. Et vous me disiez aussi, Bertrand Schoeller, que dans l'élaboration de ces contrats en yuan entre la Chine et l'Iran, vous me disiez que la Chine a procédé à un véritable un nettoyage, entre guillemets, démondialiste pendant ce qu'on a appelé la politique du zéro Covid. En fait, tout ça, c'était une diversion du PCC pour mettre en place ces contrats avec l'Iran en yuan. Alors, il faut juste que vous imaginiez que pendant... alors, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce il y a... 2001, je crois. Voilà. Donc, il y a une vingtaine d'années, sous Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, et qui était véritablement un mondialiste. Donc, il pensait que c'était super, donc spéculation tout azimut, dans l'immobilier, ouverture, laboratoire P4. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert totalement leur pays.
y compris aux laboratoires biochimiques internationaux. Donc la Chine avait confiance, elle était sûre de sa force, de sa population, de son système éducatif. Elle ne pouvait pas penser que ce système était un peu comme une maladie qui allait contaminer le pays. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Xi, qui lui n'avait pas du tout cette vision des choses, qui est resté... mais comme Poutine l'a fait avec Helsinki, etc., qui est resté extrêmement discret au point de devenir numéro 2 chinois, puis il est devenu président. Et il y a quelques mois, il a viré publiquement Hu Jintao, puisqu'il a fait passer un message à la Chine que, voilà, après 10 ans de règne, et la période zéro Covid, il avait nettoyé la Chine du mondialisme. Alors, et le zéro Covid, c'était une sorte aussi de punition à l'égard des régions chinoises. Ouais, voilà. Ouais. Et il faut bien imaginer que le zéro Covid, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que tous les hommes d'affaires, tous les agents secrets, tous les gens qui venaient régulièrement avec des valises d'argent, avec... ils ne pouvaient plus venir. Et même s'ils venaient, il fallait qu'ils restent des semaines dans des hôtels, etc. Et pendant cette période-là, la Chine a fini son gazoduc, la première tranche de son gazoduc Force Sibérie avec la Russie. C'est quand même 50 millions de mètres cubes de gaz. C'est l'équivalent d'un des Nord Stream. Et qui est déjà quasiment à plein régime. Ils ont déjà le projet du second. Ils ont installé des trains rapides partout. Ils ont mis des gares, plus d'hôpitaux, etc. Enfin, la Chine s'est occupée des Chinois. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a beaucoup de Chinois qui ont souffert, etc. Mais surtout, les Chinois ont observé l'attitude des Américains sur la Russie quand la Russie s'est levée et a dit niet. Ils se sont dit, nous, un jour, on va dire niet avec Taïwan, donc quelles erreurs à ne pas faire ? Et vous posez la question à tous les expats dans des boîtes, etc. Comme ils ont vu que du jour au lendemain, les boîtes occidentales étaient parties avec leur logiciel, avec leur code informatique, avec leur machin, et ça a foutu un bordel pas possible en Russie. On n'imagine pas, nous, du jour au lendemain, toutes ces boîtes, elles n'avaient plus de logiciels, elles n'avaient plus de brevets. De brevets. Les télés étaient parties en live contre le gouvernement, puisqu'en fait, elles étaient toutes, enfin, une grande partie était encore possédée par de l'argent occidental. Et bien, les Chinois, tous les expatriés qui étaient là, parce qu'ils étaient confinés, comme tout le monde, dans la région de Shanghai ou même Pékin à un moment, les codes de l'ordinateur, la sauvegarde de l'ordinateur. Enfin, et s'ils n'acceptaient pas que la Chine ait le contrôle de tout, les logiciels, la compréhension des logiciels, le machin, il fallait qu'ils partent. Et là, on vient de voir notre président Macron s'en aller en Chine sous l'autorité de Madame van der Leyen, essayer de dealer 2-3 contrats avec nos grandes entreprises françaises. Mais un peu trop tard, peut-être. Mais déjà, les grandes entreprises françaises dont on pourrait être extrêmement fiers, on les a vendues. C'est-à-dire les savoir-faire qui pouvaient intéresser véritablement le monde entier. Soit on ne les possède pas, soit Emmanuel Macron les a vendus en partie acquisition. Exactement. Donc il était le spécialiste et qu'il est encore. Exactement, et c'est triste. Et puis surtout, il allait soi-disant expliquer à la Chine qu'elle était en train d'aller sur un chemin dangereux avec Taïwan, avec la Russie, etc. Les Chinois ont circulé dès son départ autour de Taïwan. Enfin, il y a eu des manœuvres. Mais oui. Et surtout, quand vous comprenez la vie qu'a accepté de mener Xi pour prendre le pouvoir et redonner le pouvoir aux Chinois, au peuple chinois. Je sais que ce que je dis, c'est très anticonformiste, mais vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Alors vous imaginez quand quelqu'un comme Macron, qui matraque son peuple, qui est... enfin bref, qui est le successeur de quelqu'un qui révèle ce que les comiques Vaughan et les Russes ont montré, c'est-à-dire qu'on était un pays qui était cynique, mais on était fiers d'être cynique. On était fiers de signer des contrats qu'on n'avait pas l'intention de respecter. Vous savez ce que ça veut dire pour un Chinois ou un Russe dire ça. Enfin, moi, je connais un peu la Russie, beaucoup moins la Chine, mais dans un pays d'1,8 milliard d'habitants, si on ne dit pas il faut respecter la loi... On fait ce qu'on a dit, quoi. Voilà, ouais. Mais c'est pas possible. Ouais. Et donc, quand au sommet d'un État, les gens sont fiers de vous regarder en face et de faire l'inverse sous la table, mais c'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. On voit ce qui se passe en France. On va faire une pause, Bertrand Schoeller. On évoquera après cette pause l'État d'Israël, en tout cas, ce que pense cet État qui est au carrefour de cette région du Moyen-Orient, qui est le satellite, le gendarme des Américains dans cette région. On va voir au milieu des deux grandes puissances saoudiennes et iraniennes ce qu'elle peut devenir. On se retrouve dans un instant. On continue notre entretien passionnant avec Bertrand Schoeller sur cette réconciliation saoudienne et iranienne. Alors, on voit qu'au milieu de ces deux pays, il y a Israël, le gendarme américain du Moyen-Orient. Israël s'est doté il y a peu d'un gouvernement pour le moins d'extrême droite, si on peut employer des termes comme ça. On sait aussi que l'Arabie saoudite a besoin d'Israël, notamment de ses entreprises de la tech. On sait que MBS, donc c'est Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, a des visées technologiques très importantes, notamment dans le nord-ouest du pays, avec son projet Neom de ville robotisée, ultra-technologique. Alors, comment l'extrême droite au pouvoir en Israël va-t-elle pouvoir gérer cet accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran ? Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, mais on dirait que les Américains ont perdu la main. Oui. On a vu, et c'est d'une ampleur forte. Mais c'est encore plus vrai pour Israël. C'est-à-dire que Israël, le Mossad, les réseaux d'information d'Israël sont parmi les plus efficaces au monde. Et ils n'ont pas vu venir ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, cette efficacité et la rapidité avec laquelle la diplomatie chinoise a abouti est surprenante. Et à tel point que quelques jours après le 10 mars, juste après la visite d'Emmanuel Macron, et pendant que les bateaux chinois étaient autour du Nimitz et de Taïwan, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, donc Iran et Arabie Saoudite, étaient à Pékin, au même endroit que Macron et von der Leyen, plusieurs jours avant, se faisait prendre en photo. Mais pour répondre à votre question, donc on a eu un gouvernement qui était plus centriste. Enfin, centriste en Israël, c'est quand même relativement à droite par rapport aux échiquiers politiques partout dans le monde. C'était celui de Bennett. Et qui, on se rappelle, était peut-être un gouvernement capable de faire de la paix, qui avait su discuter avec les Turcs, évidemment avec les Russes, avec les Ukrainiens, les Allemands. Il y avait un début de projet de paix. C'était le gouvernement de Naftali Bennett. Oui, qui a été... Et lui, il a révélé dans une interview à la radio, que je recommande à tout le monde d'écouter, où Naftali Bennett explique qu'en fait, ça a avancé extrêmement vite entre le régime de Kiev, entre les Allemands et les Russes, et avec les Turcs qui étaient un peu impliqués, mais pas véritablement. On se rappelle tous de cette image à Sotchi de Bennett qui retrouve Vladimir Poutine, à une époque où tous nos médias expliquaient que Vladimir Poutine était en train de mourir, qu'il sortait plus du Kremlin, et là on le retrouvait à Sotchi avec Bennett. C'était juste tordant de rire, et ils étaient à se faire l'accolade devant la mer. Et donc le gouvernement Bennett, et donc Naftali Bennett, dans une interview à la radio, dit la paix a été tuée par... alors, il ne dit pas si c'est les Anglais, les Français, les Américains, mais on sait que ce n'est pas les Allemands. Par un des trois, deux des trois ou les trois. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas la paix. Il faut savoir que juste au moment où Bennett essayait de faire aider à une paix très rapide... Vous parlez du conflit ukrainien. Oui, mais c'est important. La France réunissait à Versailles, pas à l'Élysée, pas à Matignon, pas à Versailles. Donc Emmanuel Macron, en empereur de l'Europe, réunissait tous les chefs d'État de l'Union européenne et Angela Merkel, etc. Dîner incroyable pour décider des sanctions qui sont en train de détruire l'Europe. Donc le nouveau roi passe-soleil, là pour le coup, de la France, réunissait dans le château le plus connu du monde
pour prendre une des décisions les plus graves de l'histoire et qu'il pouvait prendre assez facilement parce que malheureusement l'Allemagne n'avait plus quelqu'un d'aussi chevronné que Merkel et Scholz s'est fait complètement balader, et il n'a pas compris ce qui lui arrivait et il ne le comprend plus du tout. Mais bon, évacuons. Bennett perd... arrête d'être... il n'était même pas candidat en fait. Donc à sa succession, Netanyahou gagne parce qu'il fait un consortium avec l'extrême droite. Les orthodoxes. Et là, c'est très intéressant parce que, d'une part, parmi ces ministres, il y en a qui ont été condamnés. Et donc, quand vous êtes condamné en Israël, la Cour suprême peut s'exprimer sur la légalité de votre plainte. Et donc, dans la semaine suite à l'annonce, il veut changer la Constitution pour que la Cour suprême n'ait plus la possibilité de juger du gouvernement, des élus à la Knesset et du gouvernement choisi. Et là... Émeute israélienne dans les rues de Jérusalem. Qui semble être financée par des personnes qui financent beaucoup de choses comme ça. Donc, tentative de révolution de couleur. Alors, ça peut vous étonner dans ce que je dis, parce que qui croit que, en fait, Netanyahou est quelqu'un qui peut faire le bien, et qui croit que ceux qui veulent la démocratie peuvent être des gens qui peuvent faire le mal. Mais c'est comme ça dans toutes les révolutions de couleur. Sachez que ceux qui croient faire le bien dans les révolutions de couleur, malheureusement, souvent sont manipulés pour ne pas faire le bien, et réciproquement. Je ne suis pas en train de dire que les changements de loi et changements constitutionnels en Israël sont une bonne idée. Je pense que c'est une erreur politique considérable, mais ça cristallise beaucoup de choses, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé d'un point de vue diplomatique, puisque ils étaient tellement focalisés sur eux-mêmes. Pendant les 3 mois depuis janvier, franchement, ils étaient aux cacahuètes. Enfin, ils faisaient 2-3 bombes de temps en temps pour dire non, on est vigilants. Il y a eu des conflits avec les Palestiniens. Voilà. Ils n'ont rien vu. Mais véritablement, où ils n'ont pas entendu ce que leur service secret devait leur dire. Et résultat, aujourd'hui, vous avez l'extrême droite, l'ultra-droite en Israël, qui risque d'être un faiseur de paix. C'est-à-dire que quand vous êtes le plus à droite, donc les moins susceptibles de ne pas être patriotes, vous dites, en réalité, c'est notre intérêt de discuter avec l'Arabie Saoudite, de discuter avec l'Iran, donc de trouver une solution pour la Palestine. Là, les extrémistes israéliens, ont finalement, face à cet accord saoudien et iranien, se retrouvent face à leurs responsabilités. Exactement. Donc il ne s'agit plus de déconner, là. Là, vous dites le point le plus important. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir et que, véritablement, le destin de votre pays et du monde, parce que si ça explose là, ça va exploser partout. C'est-à-dire, c'est une puissance nucléaire. Il y a, pareil, encore une fois, une indiscrétion d'un ex-premier ministre, je crois que c'est Barak ou je ne sais plus lequel, et qui a reconnu dans une interview que le secret de Polichinelle, c'est-à-dire qu'Israël a des armes atomiques, était vrai, en fait. Et donc, oui, vous avez vraiment résumé. Ils sont face à leurs responsabilités. Et comme ils sont patriotes, comme ils n'ont pas envie de détruire, évidemment, leur pays et le monde, ils vont aller dans le chemin de la paix. Puisqu'en fait, on est tellement au bord d'un précipice de guerre et face à une Iran aussi forte, une Arabie Saoudite qui signale qu'il ne veut pas la guerre. Parce que sinon, ils ne feraient pas la paix avec l'Iran s'ils étaient prêts, et avec le Yémen. Enfin, au Yémen, la Syrie qui a résisté. La Turquie qui dit, Erdogan, il y a 3-4 jours, qui dit aux Israéliens, ça suffit votre attitude avec les Palestiniens. Kirill, le patriarche russe, le patriarche orthodoxe, qui fait tout un texte, ce qui lui arrive jamais, mais très ferme contre la politique israélienne à Jérusalem et plus généralement la politique de violence contre les différentes religions. Oui, parce qu'il y a eu un texte du gouvernement israélien qui prévoirait, s'il passait, s'il était validé, que faire l'apologie de Jésus en Israël serait condamnable. Exactement. Pénalement. Et bizarrement, ce n'est pas le pape du Vatican qui s'exprime, c'est le patriarche. Mais vous savez que si le patriarche de Moscou s'exprime, en réalité, ils sont très proches avec Vladimir Poutine. Donc vous avez la Chine dans la danse, vous avez la Russie dans la danse, vous avez l'Iran dans la danse, vous avez la Turquie, vous avez l'Arabie Saoudite.
Et vous avez la Syrie qui est là, et la Jordanie, parce qu'en réalité, c'est un pays qui est pratiquement un État américain, la Jordanie. Si l'Amérique est faible, la Jordanie est un peu faible. Donc là, vous avez Israël qui est très faible, très isolé. Ouais. Alors qu'en plus, il arrive quelque chose d'assez magique pour Israël. Ils viennent de se mettre d'accord avec le Liban pour l'exploitation des champs pétroliers. Donc ils ont la possibilité finalement de devenir un pays qui devient presque autonome par lui-même grâce à la manne du pétrole, du gaz et les besoins, et qui pourrait, dans la paix, être ce qui la vocation est, un havre de paix pour les Juifs du monde, mais sans faire souffrir les Palestiniens. Il y a une question qu'on a un petit peu traitée comme ça en filigrane, c'est en fait pourquoi les États-Unis ont perdu la main sur le Moyen-Orient. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine contre la Russie qui est leur priorité? Est-ce qu'en fait, ils lâchent un peu du lest au Moyen-Orient pour finalement se concentrer sur ce qui est leur réelle priorité, à savoir Poutine? Alors, voilà, je pense que la réelle priorité des Américains de tout temps, contrairement à ce qu'on peut croire avec la Chine, c'est la Russie. Et c'est... Alors, le fait qu'ils découvrent qui est Xi, parce que je pense qu'ils sont en train de le découvrir, change un peu la donne. Mais on est véritablement, et là je m'excuse d'utiliser les mots, mais entre l'idée du bien et du mal. C'est-à-dire que la Russie, c'est véritablement... sous Poutine, donc après l'ère soviétique et les années Yeltsin, en train de redevenir une certaine idée de la Sainte Russie. C'est-à-dire le gouvernement marche main dans la main avec l'Église, donc l'Église orthodoxe, qui est très puissante. Le retour du tsarisme. Exactement. Et on voit donc au Moyen-Orient, c'est l'islam qui est à la tête des États. Donc on a un État chrétien, on a des États islamiques, alors chiites, enfin musulmans, donc chiites ou sunnites, et on a une Chine dont le dieu c'est l'humain, c'est les hommes, c'est les Chinois. Enfin, c'est vraiment ce que devraient être toutes les religions. Et en face, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la déshumanisation au point de considérer que la famille, ça n'est rien. Oui, on détruit toutes les cellules de base de la société, l'État, la religion et la famille. Et donc vous avez cette partie du monde qui dit la famille c'est tout, l'Église c'est tout, et vous avez l'autre qui dit le dollar, la finance... La fausse liberté, le contrôle beaucoup plus... et donc, c'est pas possible. Et vous avez Israël avec les orthodoxes qui n'aiment pas cette situation. Parce que il faut bien voir que pour les orthodoxes, les juifs véritablement les plus historiques, parce qu'après, il faudrait faire un cours entre séfarades, ashkénazes, etc. Mais la situation n'est pas du tout acceptable. Et parce que les Américains sont très loin, là. Ils sont très loin. Ouais. Et donc, ils ont besoin de paix, ils ont besoin d'harmonie, ils ont eu besoin de guerre, peut-être à une époque, mais maintenant, comme je le dis, ils ont leur pétrole et leur gaz, donc ils vont avoir l'argent qui va couler à flot sans avoir besoin des Américains. Et donc, moi, j'étais très pessimiste, je dois avouer, pendant cette première année de conflit en Ukraine. Et depuis un ou deux mois, je me dis, mais c'est bon, on peut réavoir beaucoup de projets, etc. Parce que le monde va changer, l'Europe va souffrir, mais ça va être à nous de la reconstruire. Ça va être à nous, à l'intérieur, de montrer qu'il y a des gens qui sont respectables, qui ont envie de dire ce qu'ils font, de faire ce qu'ils disent. Et on va être un peu marginalisés. Merci à tous les gouvernements successifs, mais on a un vrai destin... Mais alors, pour nous, on sait que depuis 1945 et notamment depuis 1948 avec la création d'Israël, les États-Unis avaient réussi toujours à diviser les États arabes les uns contre les autres avec Israël en chef d'orchestre. Comment en fait les chiites et les sunnites ont réussi à se réconcilier? Sur quelle base? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai évoqué tout à l'heure, l'Irak a essayé, Oman a essayé, etc. Donc, vous avez entre les pays arabes beaucoup de discussions.
Ils cousinent tous, ils sont tous très liés, mais depuis la nuit des temps. C'était des peuples de Bédouins, les familles se connaissaient, etc. Si vous regardez Laurence d'Arabie, vous voyez comment tout ça se passe. Vous avez les Turcs, vous avez les Perses, tout ça est à Aqaba, la mer Rouge, les Égyptiens, etc. Et ça n'a jamais arrêté. Ils parlent entre eux, ils se retrouvent beaucoup à Istanbul, ils se retrouvent partout, ils ont toujours parlé. Et ils savent que c'est leur intérêt. Vous savez, vous avez une diaspora iranienne qui est présente partout, une diplomatie saoudienne qui est présente partout. Ces gens savent qu'il fallait cette paix possible, mais tant que vous avez les Américains et les Israéliens qui pouvaient sans cesse mettre de l'huile sur le feu et qui aimaient ce chaos, puisqu'en fait, la force d'Israël, elle était liée à l'instabilité autour d'elle. Plus il y avait d'instabilité et de risques pour la survie d'Israël, plus il y avait d'armes qui étaient données à Israël, plus... Oui, BHL nous disait que les guerres, Syrie, Libye, c'est bon pour Israël, nous disait-il. En fait, tout était bon pour Israël, mais ce qui est formidable, c'est que les Israéliens risquent de découvrir que la paix, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est magnifique en ce moment, c'est que il y a des gens qui sont porteurs de paix, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je sais, je me répète, mais en agissant comme ça, et Lavrov l'a très bien dit, les Russes ont dit on fait ça parce qu'on est les seuls aujourd'hui dans le monde capables de dire non. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit non, ça a montré la faiblesse et le visage très sombre des dirigeants en Occident. Alors on ne va pas parler de World Economic Forum, etc., mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses très étonnantes et très perturbantes qui se passent. On voit les Twitter files, on voit tout ce qui se passe aux États-Unis avec les mensonges sur le 6 janvier, etc. Les scandales, la pédocriminalité, etc. Et donc... il y a un miracle qui est en train de se produire. Mais alors le miracle, le miracle entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il va être accompagné par l'opinion publique israélienne? Est-ce que on voit qu'il y a quand même les colons qui continuent leur progression en Cisjordanie. Est-ce que ça représente une minorité ou alors est-ce que c'est vraiment l'âme du peuple israélien? Je pense que si vous allez en Israël, vous n'allez pas voir ce que vous voyez à la télé non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en Israël qui sont amplifiées à la télé. C'est-à-dire, c'est vraiment aussi une guerre de communication permanente. Mais les Israéliens et les musulmans, ils ont vécu depuis la nuit des temps ensemble en harmonie. Le jour où vous créez des murs, vous créez l'inconnu. Et vous savez, si vous ne voyez plus les gens, vous pouvez commencer à imaginer qu'ils ressemblent à des vampires, à des monstres, etc. Mais les vrais juifs, c'était ceux qui étaient là quand les sionistes sont arrivés. C'était des juifs qui vivaient en paix avec les musulmans. Et qui vivront de nouveau en paix avec les musulmans. Et qui n'avaient pas envie de prendre la terre du voisin, parce que j'entendais un colon qui disait « Ah, mais si c'est pas moi qui prends ta terre, ça sera un autre. » Oui, mais là, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix. Démographiquement, de toute façon, ils sont... Mais militairement, économiquement, etc., ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de devenir riches par eux-mêmes avec leur pétrole, qu'il faudra sans doute partager avec les Palestiniens, puisqu'il est au large de Gaza également. Donc ça va être intéressant de voir comment ils se mettent d'accord là-dessus. Mais le modèle actuel n'est pas un modèle viable. C'est-à-dire que le modèle à deux États, d'ailleurs, qui est préconisé par beaucoup de personnes extrêmement influentes partout dans le monde. C'est préconisé par beaucoup de personnes à la télévision, mais en même temps, ces mêmes personnes-là ne condamnent jamais la colonisation sur les plateaux. Oui, mais là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Je peux vous dire que c'est terminé. Mais comment vous expliquez aussi, Bertrand Schoeller, comment les Américains ont perdu la main sur le Moyen-Orient? Comment ils sont de moins en moins hégémoniques? Comment on explique ce recul? Alors déjà, petit 1, on dit toujours « trop d'infos tue l'info ». Donc les Américains à vouloir espionner tout, etc., et savoir tout ce qui se passe sur tout dans le monde, ont perdu la notion des grandes lignes de force et des choses véritablement importantes. Ça, c'est la première chose. Moi, quand je prépare une émission avec vous, je fais surtout en sorte de ne pas vouloir trop lire, parce que sinon, on oublie l'essentiel. On est perdu dans les détails.
Et donc ça, c'est vraiment important. Ils ont placé à leur tête quelqu'un qui est extraordinairement diminué. Donc vous avez la première puissance du monde qui a quelqu'un à sa tête qui est diminué. Joe Biden. Joe Biden. Et ils ont choisi par wokisme qu'il fallait pas avoir les meilleurs au meilleur job, hein, mais le casting le plus intéressant. Donc les Américains, ils ont choisi malheureusement des gens moyens au poste de responsabilité visible. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas les meilleurs éléments de votre pays, vous imaginez les Chinois se mettent à aller chercher des gens partout qui ne sont pas les plus compétents, ou les Russes, enfin... Poutine ils sont tous ingénieurs auprès de Xi Jinping, qui est lui-même ingénieur chimiste, je crois. Et donc les Américains n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont fait ce choix dans aucun domaine. Donc ils ont perdu la main parce qu'ils ne comprennent plus le monde tel qu'il est réellement. Ils ne comprennent plus les enjeux du monde parce qu'ils auraient voulu le manipuler comme ils l'entendent. Comme ils sont en train de manipuler au travers de leurs universités, etc. Mais c'est une catastrophe ce qui se passe dans les universités américaines. Elles n'attirent plus personne. Vous avez envie, en tant que père de famille, d'envoyer vos enfants dans une des meilleures universités américaines où on va lui expliquer tous les jours qu'il n'a pas le droit d'avoir un avis si ça sort de la culture woke. Bien sûr que non. Vous avez envie d'aller dans un pays qui ne respecte jamais ses contrats. Il signe un contrat depuis l'époque des Indiens. Et un an après, si ça le dérange, quand l'autre a respecté sa partie du contrat, il dit finalement c'était à mon tour de commencer à respecter, parce que c'était ça le contrat du nucléaire iranien. C'est-à-dire que les Iraniens devaient faire leurs preuves pendant la première phase, puis ils avaient l'arrêt des sanctions. Juste au moment où ils allaient avoir l'arrêt des sanctions, alors qu'ils avaient fait tout ce qu'on leur avait demandé dans la première phase, on leur dit c'est fini. Et qu'on n'aille pas me faire croire que c'est uniquement Trump qui était méchant et que c'était pas timé comme ça. Donc les Américains vont devoir réapprendre, comme n'importe quel pays du monde, comme nous en Europe, à construire, à travailler, à se payer un salaire qui est digne, raisonnable, qui représente la valeur ajoutée du travail. Sinon, ils n'existeront plus en tant que puissance importante. Et ils vont se reconstruire parce qu'ils ont un pays qui est grand, qui est riche, etc. Donc je ne suis pas inquiet pour les Américains, mais ils vont passer par des moments très, très difficiles. Alors peut-être pour terminer cet entretien avec vous, Bertrand Schoeller, en préparant cette émission, vous me présentiez ce panorama de personnalités au pouvoir dans les pays dits contre les États-Unis. On a Vladimir Poutine, on a Xi Jinping, on a Mohammed Ben Salman, qui, je le disais, donc l'héritier saoudien, Donald Trump, qui est un petit peu embourbé en ce moment judiciairement. On va voir comment il va s'en sortir, avec un Elon Musk qui allait plutôt dans son sens, et puis récemment Recep Tayyip Erdogan qui est en train, le Turc, de jouer l'arbitre entre les Américains et les Syriens. Alors, c'est quoi cette nouvelle vague de dirigeants ? C'est un petit peu un anti-OTAN qui est en train de se dessiner là sous nos yeux. Oui. Et c'est alors on cite ceux qui sont plus connus, mais en Inde, etc. Enfin, il y a sans doute des personnes très intéressantes et en Afrique. Mais vous avez dit la liste importante, et peut-être pour expliquer pourquoi Trump est un personnage important, c'est que même s'il est embourbé dans des affaires, il est celui qui a nommé les congressmen qui ont pris, entre guillemets, qui ont permis de prendre la majorité. La Chambre des représentants. Et c'est ce qui change le plus de choses en ce moment aux États-Unis. Parce que c'est la Chambre des représentants qui gère le budget, qui gère les budgets notamment des guerres. Et plein de dossiers, parce que si on commence à savoir ce qui s'est passé le 6 janvier, si les vidéos ont été libérées, c'est parce qu'il a fallu 14 tours de scrutin pour que Kevin McCarthy devienne président. Il n'est pas du tout un ami de Trump. Mais dans le deal qui a été négocié avec les proches de Trump pour qu'il soit élu, il s'était engagé à faire un certain nombre de choses pour comprendre ce qui s'était passé pendant la pandémie, pour comprendre ce qui s'est passé le 6 janvier, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc en ça, Trump, qui est un personnage aussi décrié que peut être Ben Salman, Poutine, Xi, etc., se révèle, comme vous dites, un des personnages exceptionnel, magique, fantastique de cette période, parce que
ce sont des patriotes. Ce sont... Oui, mais alors ce sont des patriotes. Moi, je vous entends. De l'humain. Je vous entends, Bertrand Schoeller, mais moi, quand je vois que Xi Jinping et sa banque centrale mettent en place le yuan numérique et qu'en Europe, moi, j'entends Christine Lagarde nous dire que oui, l'euro numérique, ça permettra du contrôle. Quand on voit qu'il y a ce contrôle social qui se met en place. Est-ce que c'est vraiment un anti-modèle à celui des États-Unis? Alors, effectivement, là, vous parlez du point clé de la monnaie. Aujourd'hui, on a parlé du dollar, on n'a pas tellement parlé du SWIFT, etc. Il faut des échanges monétaires numériques, c'est indispensable. Donc, les grands pays qui veulent avoir un rôle important dans le monde de demain, s'ils veulent sortir de la dépendance des Américains, doivent avoir un modèle numérique à leur monnaie. En revanche, que veut faire Christine Lagarde pour fluidifier les échanges entre pays, entre grandes entreprises, etc. Ouais, mais c'est la Banque centrale qui aura pignon sur vos comptes. Mais il va y avoir plusieurs monnaies numériques. Aujourd'hui, en réalité, il n'y en a qu'une. Ça s'appelle le SWIFT et en réalité, ça veut dire que c'est le dollar. Ce que Christine Lagarde veut faire, c'est l'identité numérique, le portefeuille numérique, le passeport santé, etc. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va permettre de contrôler totalement l'individu. Moi, je ne sais pas si c'est le projet des Chinois, si c'est le projet des Russes. Peut-être que je me trompe complètement là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on a des personnes qui veulent reprendre le contrôle sur le destin du monde, de façon beaucoup plus collégiale, et si eux aussi ont des mauvaises intentions pour les peuples, on risque de retourner à l'âge des cavernes. Bertrand Schoeller, ça sera le mot de la fin de cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent se rendre sur votre chaîne YouTube, à votre nom, Bertrand Schoeller, SCHO2LOR. Merci à vous, Bertrand Schoeller, pour cet entretien sur le basculement du Moyen-Orient avec à sa tête l'Arabie Saoudite qui est en train de tourner le dos aux États-Unis. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si vous avez apprécié notre entretien et à nous laisser un commentaire pour un meilleur référencement. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.